Regardez cette image, nous sommes en direct. Emmanuel Macron et Mark Rutte à l'Élysée, le nouveau patron de l'OTAN. C'est une réunion importante qui pourrait presque même ressembler à une réunion de crise qui se tient en ce moment même sur fond de risque de menace de désengagement des États-Unis de l'Alliance après l'élection de Donald Trump. Mais également un possible arrêt de l'aide militaire et financière à l'Ukraine, ou du moins une sévère réduction de ses livraisons. De l'aveu même de la présidence de la République française. Il s'agit aujourd'hui, et dans cette réunion d'où vous venez voir les images, de se préparer à relever des défis à venir, de rappeler l'importance de l'OTAN dans notre sécurité collective et de développer enfin une défense européenne. Vous le voyez, le menu est d'importance. On partira dans quelques instants, bien évidemment, à l'Élysée. Il y a une déclaration normalement commune entre les deux hommes. Mais d'abord, pour bien comprendre les enjeux de cette réunion et de notre avenir général, on va d'abord réécouter Vladimir Poutine. Voilà ce qu'il pense de nous et de l'OTAN. Il n'y a qu'un seul bloc dans le monde d'aujourd'hui, soudé par des obligations de torsion de bras, des dogmes idéologiques robustes et des clichés. Il s'agit de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui, sans arrêter son expansion à l'est de l'Europe, tente d'étendre ses approches à d'autres parties du monde, en violant en même temps ses propres statuts. C'est un anachronisme flagrant. Général Palomero, je rappelle que vous êtes ancien commandeur suprême de l'OTAN. On le disait, cette réunion aujourd'hui pourrait ressembler à une réunion de crise, tellement la pression est importante. Une pression, on vient de l'entendre, de Moscou et des Russes, et puis une pression également parce que on est, Anne-Crasse le disait, en plein doute, en plein questionnement sur ce que va faire l'administration Trump. Oui, alors il faut rappeler peut-être pour spectateurs qui ne sont pas forcément familiers avec ce qu'est l'OTAN aujourd'hui, c'est que M. Rutte, donc, qui a été Premier ministre pendant 10 ans des Pays-Bas, a été nommé par le Conseil de l'Atlantique Nord. Ses actionnaires, en quelque sorte, ce sont les chefs d'État et de gouvernement des 32 pays de l'OTAN. Et c'est eux qui doivent lui donner consigne de faire progresser, de transformer l'OTAN pour qu'elle réponde aux défis du quotidien et aux défis de demain. On va écouter le président Emmanuel Macron et après le nouveau patron de l'OTAN, Mark Rutte. Compter surtout à la tête de l'OTAN à un moment important pour la relation transatlantique, pour l'Ukraine et pour l'Europe tout entière. Pour la sécurité de nos citoyens, il nous faut une Ukraine forte, une Europe forte et une alliance forte. Et au fond, ce triptyque est notre agenda collectif pour les mois et les années qui viennent. Une Ukraine forte d'abord, cela veut dire que le soutien à ce pays agressé par la Russie demeure une priorité absolue. Le déploiement récent de Nord-Coréens sur la ligne de front est une escalade grave et nous continuerons de plaider pour que l'OTAN et ses alliés apportent tout leur soutien à l'armée ukrainienne aussi longtemps qu'il le faudra. C'est l'unique voie vers des négociations. Et je veux être clair, le moment venu, rien ne devra se décider sur l'Ukraine sans les Ukrainiens, ni sur l'Europe sans les Européens. Une Europe forte, des années dans le cadre de l'Union européenne, cher Marc, mais que nous devons aussi bâtir et chercher dans le cadre de l'Alliance en construisant ce pilier européen de notre sécurité transatlantique. C'est aussi ce qui est attendu par l'administration américaine, à juste titre, des Européens au sein de l'Alliance. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et considéré qu'on pouvait, sans terme, en quelque sorte, recevoir les dividendes de la paix. Ça n'a jamais été le cas de la France. Je me réjouis que tous aujourd'hui soyons déterminés à dépenser plus. Les 2 lois de programmation militaire que nous sommes en train de terminer auront doublé le budget des armées. Mais au-delà de cela, c'est cet agenda d'autonomie stratégique européenne qui permet d'avoir plus d'argent, de bâtir des capacités, une autonomie des Européens et une capacité à coopérer au sein de l'Alliance avec nos alliés non européens. Et ce faisant, à renforcer nos capacités collectives. Ce sujet est à la fois stratégique, industriel, d'innovation, mais aussi de maîtrise de coûts. Cette Europe forte dans la durée nécessite en effet une base industrielle européenne renforcée, avec des emplois pour nos citoyens et des bénéfices pour l'ensemble de nos sociétés.
C'est la condition pour un effort durable et nous devons œuvrer collectivement en ce sens. Cet effort de montée en puissance des Européens doit faire travailler ensemble OTAN et UE, et je vous sais particulièrement attaché à cela, et en tout cas avec toutes les compétences pour le faire et réussir. Enfin, c'est une alliance forte que nous voulons, capable de dissuader nos ennemis avec des plans de défense modernisés, des capacités renforcées, des matériels interopérables et une mobilité militaire facilitée sur le territoire européen. Nous prenons très au sérieux le renforcement de la posture de défense et de dissuasion de l'Alliance. Notre dissuasion nucléaire, que nous modernisons, y contribue. Le flanc est de l'Alliance constitue désormais la première zone de déploiement de forces françaises, avec notre présence en Estonie, en Roumanie. Et nous devons en même temps nous adapter aussi aux nouvelles menaces de plus en plus diverses, déterritorialisées, comme celles qui se déploient dans le cyber, le spatial ou le champ informationnel. Tout ça suppose de continuer à renforcer notre coordination, nos investissements, notre vision commune, et c'est en effet cette alliance forte qui aussi contribue à notre sécurité. Voilà, Monsieur le Secrétaire Général, cher Marc, en tout cas au-delà de tous ces sujets, je veux ici te redire le plaisir de pouvoir t'accueillir à nouveau à Paris. Monsieur le Président, cher Emmanuel. Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci pour cet accueil chaleureux pour ma première visite officielle à Paris depuis ma prise de fonction. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous avons travaillé étroitement ensemble quand j'étais Premier ministre des Pays-Bas. Avec ses capacités militaires et ses forces armées, la France assure au quotidien la force de l'OTAN. Vous menez notre groupement tactique multinational en Roumanie et vous avez déployé des forces en Estonie. Un système français de défense aérienne SAMPT protège les frontières de l'OTAN en mer Noire. Les avions de chasse français patrouillent le ciel de la Baltique et les capacités nucléaires de la France contribuent à la sécurité d'ensemble de l'Alliance. Nous nous rencontrons aujourd'hui à un moment délicat pour la paix et la sécurité à travers le monde. La Russie continue son assaut contre l'Ukraine tout en se rapprochant toujours plus de ses alliés, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Après les livraisons de munitions et de missiles balistiques, la Corée du Nord a maintenant envoyé des soldats combattre et mourir aux côtés de la Russie dans sa guerre illégale. En retour, la Russie fournit à la Corée du Nord des financements et la technologie des missiles. C'est très préoccupant. Ces missiles représentent une menace directe pour le territoire des États-Unis, de l'Europe, de l'Euro-Atlantique, de l'Indo-Pacifique, y compris le Japon et la Corée du Sud. Chaque jour, des Ukrainiens sont tués, sont blessés par les drones Shahid meurtriers conçus et livrés par l'Iran. Avec les gains de ces ventes d'armes à la Russie, l'Iran et ses affidés déstabilisent le Proche-Orient et financent le terrorisme. Dans le même temps, la Chine soutient l'économie de la Russie, facilite son industrie de défense, amplifie son récit sur l'échelle mondiale. La Russie travaille avec la Corée du Nord et représente une menace que nous devons affronter ensemble pour assurer la protection et la sécurité de nos peuples. Pour y arriver, nous devons maintenir la force de notre alliance transatlantique. Le défi immédiat auquel nous sommes confrontés, c'est le soutien à l'Ukraine. Et je voudrais vous remercier de tout ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi. La France a livré des systèmes avancés d'artillerie, de défense aérienne, des blindés. Vous avez été parmi les premiers à équiper et former toute une brigade ukrainienne, la brigade Anne de Kiev. Et vous vous êtes engagé à envoyer des chasseurs Mirage en début d'année prochaine. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de poursuivre ce soutien à l'Ukraine qui se prépare à affronter ce qui pourrait être l'hiver le plus difficile depuis 2022.
Nous devons réaffirmer notre engagement à tenir le cap dans la durée. Nous ne pouvons pas nous contenter que l'Ukraine continue à se battre. Nous devons faire payer un prix plus lourd à Poutine et à ses amis autoritaires qui lui facilitent la tâche, en fournissant à l'Ukraine le soutien dont ce pays a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Cher Emmanuel, le second grand défi, c'est améliorer la défense de notre alliance dans ce monde toujours plus dangereux. Nous avons fait des progrès significatifs pour accélérer la capacité, la production de nos industries de défense et reconstituer nos stocks. Nous devons aller plus vite, plus loin, et pour ce faire, nous avons besoin de plus de coopération de défense transatlantique et plus de défense. Plus nous dépensons pour notre défense, plus nous réduisons le risque de conflits futurs. Je me félicite du fait que la France va investir plus de 2% de son PIB pour la défense cette année. Et je salue également votre budget de défense ambitieux pour les 7 années à venir. Maintenir des niveaux d'investissement élevés permet d'assurer la crédibilité de notre défense, la force de notre industrie, je me suis rendue à Thales ce matin, et assurer la sécurité de nos populations. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà cette courte conférence de presse. Maintenant, les deux hommes auront un entretien. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de vœux pieux, beaucoup d'espoir quand même chez le patron de l'OTAN qui salue des avancées. Et je noterai peut-être juste cette phrase, faire payer le prix le plus lourd possible à la Russie. L'ennemi reste donc la Russie. Oui, c'est incontestable. Alors, c'est frappant. D'abord, il faut... Mark Rutte est le secrétaire général de l'OTAN. Donc, il doit faire en sorte que les 32 pays de l'OTAN travaillent ensemble. Et aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué, évidemment. Et il le sait. Il a vécu cette période, le premier mandat de M. Trump. Donc, il est complètement averti. Une caractéristique, Mark Rutte est le premier Européen, au sens de l'Union européenne, à tenir ce poste de secrétaire général de l'OTAN depuis des années, puisque ses deux prédécesseurs n'étaient pas engagés dans la politique européenne de défense. A fortiori, Stoltenberg était norvégien et Rasmussen était danois, mais qui avait l'opt-out, c'est-à-dire hors de la défense européenne. Donc là, il y a une chance extraordinaire. Moi, je suis ravi qu'il ait été choisi dans ce cadre-là. Il a l'expérience, il sait ce que c'est que l'OTAN, il sait ce que c'est que l'Union européenne, il y a contribué manifestement. Son pays est à la fois proche des États-Unis, assez proche des États-Unis et proche de la Grande-Bretagne, ça c'est aussi un lien, et il vient de manifester très clairement son soutien en tant que secrétaire général de l'OTAN à l'Ukraine. C'est un point fort. Parce qu'il y a au sein de l'OTAN des pays qui n'adhèrent pas à ce point. Donc il va falloir qu'il les convainque, et qu'il convainque maintenant M. Trump, qui va arriver à la table des négociations, à la table de l'OTAN, avec ses idées. On en parlait tout à l'heure, elles sont assez floues. Va-t-il endosser les idées qui ont été développées par M. Valls ? Ok, pourquoi pas, souhaitons-le. Mais ce qui est certain, c'est que le dernier point, on va voir enfin, je le pense, je l'espère, le développement de ce véritable pilier européen sans qu'il y ait obstacle de la part du secrétaire général de l'OTAN, qui jusqu'à présent n'était pas convaincu que c'était la bonne voie. Là, on a une opportunité. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater pour l'évolution de l'OTAN, pour les liens entre l'OTAN et l'Union européenne. 23 pays sur 32, faut-il le rappeler, 23 pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN. C'est une majorité qualifiée pour le moins. Et dans le soutien à l'Ukraine. Donc là, on a les bons acteurs, en quelque sorte, pour continuer à avancer sur ce dossier, faire masse, faire front en cohérence, tous ensemble. Et je pense que c'est un bon message qui est donné à la fois aux pays de l'OTAN, à la fois à M. Zelensky, et un message aussi que M. Poutine va entendre. On y revient.